émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour et bienvenue tout le monde. Encore une nouvelle émission de Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, dans le cadre d'une émission que j'ai intitulée Les conversations avec le R premier, le R. Monsieur le R, bonjour et bienvenue à l'émission, mon cher. Merci beaucoup de m'avoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est un grand plaisir et surtout, je me disais en préparant cette émission que ce serait important de t'avoir et surtout, nous vivons un temps particulier de la COVID-19. Donc, on est confinés. Artistiquement confiné, journalistiquement confiné, on est chez soi et tout. Et on se demandait comment le confinement, cette pandémie, tu l'as vécu en tant que personne d'abord, artiste et puis professionnel. Oui, c'est un moment qui est difficile pour nous tous en fait. Et toutes les industries sont touchées par ce moment. Mais c'est sûr que le milieu culturel et l'industrie de la musique a été particulièrement affecté parce que c'est une industrie qui est beaucoup basée sur le contact humain. Oui. Je veux dire, lorsqu'on est chanteur ou musicien, notre fond de commerce, c'est vraiment d'aller à la rencontre, à la rencontre des gens. Et donc, ça a été particulièrement difficile d'essayer de faire ça depuis nos domiciles, derrière nos petits écrans, et puis le public est de l'autre côté, derrière son écran également. Oui. Bon, mais on a trouvé des façons. Est-ce qu'on a l'impression qu'on a été bâillonné un peu, on a été pris de course, et on se sent comment finalement quand on n'a pas de foule? Parce qu'avoir une foule devant soi, il y a une énergie qu'on partage. Bien sûr. Quand on est dans son studio, c'est une autre énergie. Est-ce que les énergies se comparent, se ressemblent? En fait, je trouve que par exemple, moi j'ai eu la chance de donner quelques spectacles virtuels par exemple. Oui. Et c'est sûr que d'un point de vue de l'énergie, de ce qu'on ressent en ce qui concerne donner la performance, c'est similaire parce que ça demande vraiment de la préparation. Tu vas t'assurer que sur un point de vue technique, que tout fonctionne bien, tu veux pas le son, l'image, la présentation, que tout va bien. Maintenant, après, en ce qui concerne le contact avec le public, c'est sûr que quand c'est un live sur les médias sociaux, les gens interagissent. Ce qui est génial avec ça, c'est que pendant que tu fais ta performance, tu peux lire ce qui se passe. Ça, c'est vraiment différent de ce qui se passe quand tu es en live, parce que quand tu es sur scène, tu n'as pas ce rapport direct avec le public là, même si tu sens l'énergie. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas vraiment avoir ce contact physique là, comme on peut le dire. Donc, il y a des pour et des contre. Il y a des pour et des contre. Je pense que s'il y a une chose que j'ai appréciée de ce moment-là, c'est l'innovation, la créativité artistique, les gens qui nous sont venus avec les nouveaux concepts. Absolument. Et toi, comment est-ce que tu vois ces concepts-là? Est-ce qu'ils vont rester? Ils vont... certains disent le Covid, plus rien ne serait comme avant. Mais ces concepts, de nouveaux concepts qui ont été créés avec l'esprit d'innovation artistique ou dans d'autres domaines. Est-ce que tu as l'impression que ces concepts vont rester une fois que la pandémie sera passée? Moi, je suis convaincu qu'ils vont rester. Et je m'explique en fait. C'est que l'humain a tendance vraiment à toujours implémenter comme solution définitive des solutions temporaires. Je veux dire, chaque fois qu'on s'est dit, OK, on va faire un petit quelque chose, c'est temporaire, c'est juste pour le moment. Il y a de fortes chances en général, après que le contexte soit parti, que ça reste. Surtout lorsque les gens arrivent à trouver les avantages à ça. Par exemple, c'est sûr que dans les coûts, l'industrie, en tout cas, beaucoup de personnes, surtout au niveau des diffuseurs, ils sauvent beaucoup de coûts, en fait, parce que ils peuvent faire beaucoup plus, ils peuvent joindre le public beaucoup plus les gens, beaucoup plus rapidement, sans vraiment avoir toute l'infrastructure nécessaire. L'artiste produit de chez lui, et puis vous diffusez à grande échelle sur les médias sociaux. Et puis ils ont les chiffres qu'ils peuvent avoir, on peut dire tel nombre de gens en live, regarder directement. Donc il y a des... C'est regrettable qu'on en soit arrivé là, bien évidemment, parce que la plupart des artistes préfèrent évidemment être en contact avec leur public. Exactement, mais il faut qu'on se rende compte également lorsqu'on regarde la chose un peu de manière macro, c'est que notre monde a toujours été bougé par l'innovation en fait. Je veux dire, à l'époque, avant que les CD, les cassettes et tout ça n'existaient, pour entendre de la musique, il fallait que tu ailles dans un bar ou dans une salle. Exactement. Donc il n'y avait aucune façon d'écouter de la musique chez toi.
Et lorsque cette technologie est arrivée, les gens se sont dit « Ah non, c'est pas possible. Moi, je regrette l'époque d'avant. » Donc, on va toujours avoir ces changements bouleversants. Et puis, on va toujours avoir des gens qui diraient « Oh, oui, l'époque d'avant était mieux, l'époque de maintenant. » Exactement. Et puis, certains qui vont embrasser le changement. Alors, c'est ça. Moi, je pense que ce serait important. C'est vrai, on ne peut pas combattre le changement parce que c'est notre contrat. Là, on est venu sur Terre, les choses évoluent tout le temps. On s'adapte. Donc, moi, j'aimerais quand même inviter ceux qui ont la capacité de le faire, d'embrasser vraiment cette nouvelle façon de faire. Évidemment, c'est sûr qu'on fait tout pour que les choses reviennent à ce que c'était, mais on va sûrement assister à un mélange des deux. Et le déconfinement en train de se passer tranquillement, artistiquement, dans votre univers, les choses se passent comment avec le déconfinement? Personnellement, moi, je ne sens pas vraiment le déconfinement en tant que tel. On voit quelques initiatives en ce moment où il y a des concerts qui vont se faire dans les voitures, où les gens vont venir avec leur voiture. Des nouveaux concepts encore. C'est un nouveau concept. Les gens vont venir en voiture pour assister au spectacle. Ou ils vont être dans des parcs, ils vont regarder les choses. Exactement. Bon, il y a cette forme de déconfinement dans le milieu culturel qui est en train d'arriver, mais les interdictions sont encore plus... Je veux dire, il y a eu récemment des instructions fermes, comme même lorsque les bars ont ouvert ici, on a dit aux gens, mais oui, mais vous ne pouvez pas chanter dans les bars. Parce que ça va peut-être favoriser plus de propagation de la COVID. C'est des mesures, je veux dire, des rassemblements sont autorisés peut-être dans les églises, mais on ne peut pas faire de concert. Exactement. Donc on se demande, mais où est le lien? Où est le lien? Et puis peut-être que certaines personnes pensent également qu'il va y avoir des ajustements qui vont se faire avec le temps, progressivement sur les mesures barrières. On l'espère parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça, moi y compris. Ça a l'air tout simple, mais des vies en dépendent quand même, des compagnies, des entreprises en dépendent également. Qu'est-ce qui vous en souffrez? Qu'est-ce qui vous manque le plus de ce qui se faisait avant? C'est sûr que lorsqu'on a un message, beaucoup d'artistes sont des artistes engagés également, qui essaient d'apporter quand même un changement à travers leur message. Et c'est vrai qu'on peut le faire sur les médias sociaux, mais le fait d'aller à la rencontre des communautés, de leur parler vraiment, de porter ce message de vive voix, c'est quelque chose qui est quand même fondamental et important à la nature humaine. Je veux dire, on ne peut pas déshumaniser à ce point ce qu'on fait artistiquement. À un moment donné, je veux dire, quelle va être la différence? Aujourd'hui, on est en train de se battre vraiment contre la technologie. Exactement. Quelle va être la différence entre l'artiste qui vient d'une communauté, qui essaie d'être un porte-voix pour cette communauté à travers son art, ou un algorithme quelconque qui est caché derrière un compte de médias sociaux et qui fait la même chose? Je veux dire, lorsqu'on commence à fusionner, à enlever ces lignes entre la technologie et l'humain, on est en train vraiment d'aliéner finalement l'être humain. Ça vous inquiète, hein? C'est inquiétant, c'est inquiétant quand même, c'est inquiétant parce que ce qui fait vraiment la valeur de l'humain, c'est justement ça, c'est la culture. En effet. C'est la culture. Si on commence à rendre tellement la culture technologique, c'est notre dernier, je veux dire, c'est la langue, c'est le contact humain, c'est l'héritage, c'est le patrimoine. C'est la musique, c'est la peinture, c'est la littérature. C'est ça qui fait fondamentalement de nous des humains. Mais si on enlève complètement l'humain de la donne, en commençant à mettre la technologie beaucoup plus en avant, on va pas survivre longtemps, ça c'est sûr. Et puis je vais peut-être faire une transition, la sortie du déconfinement avec ce qui se passe aux États-Unis et ici, les violences policières. Est-ce que je pense que la quarantaine a peut-être joué un rôle dans le soulèvement populaire que nous réalisons aujourd'hui? Oui, moi je pense que définitivement ça a eu un rôle à jouer dans le soulèvement populaire parce que premièrement, les gens, probablement avec le confinement, avaient plus d'attention sur ce qui se passe en fait, d'une part. Et d'autre part, c'est sûr, c'est une période qui était quand même très stressante. Et donc, les gens étaient beaucoup plus, d'après moi, sensibles. Parce que tout le monde avait déjà les nerfs un peu à fleur de peau. Entre la COVID et la mise en quarantaine, le changement, donc l'incertitude que ça continue à nous mettre dans une certaine phase d'incertitude dans laquelle on ne sait pas à quoi ça va ressembler demain. Exactement. Donc je pense que ça a été quand même un terrain favorable. Mais à quelque chose malheur est bon, en ce sens que c'est vrai que tout ça c'est regrettable. Et vous êtes un artiste qui, comme vous avez dit, engagé, vous avez pris la parole. C'était important. Absolument, absolument. Je veux dire, je suis le fruit de ma communauté. Je suis le fruit déjà d'un point de vue de ma famille, mais ensuite des personnes
qui ont bien voulu me faire confiance parce que quand même, quand on a un artiste et qu'on arrive à en vivre, c'est que quelque part, des gens vous l'ont permis. Donc pour moi, je trouvais que c'était quand même important de ne pas tourner le dos à tout ceci. Surtout que pour moi, je veux dire, chaque artiste a sa démarche, chaque artiste a un propos. Le mien, ça a toujours été celui de la fierté par rapport à mon identité. Et donc... Et vous avez, du coup, vous avez vu que cette identité-là était il fallait la remettre sur la sellette, la remettre en valeur et dire qu'on est là. Ben oui, bien sûr, parce que je veux dire, on a beaucoup parlé de racisme systémique, de discrimination et de biais ou de bias. Mais à vrai dire, c'est le manque de reconnaissance, premièrement, de la valeur des personnes de couleur noire, de peau noire. Et de regarder l'autre avec des préjugés. Exactement. Et il faut bien comprendre que dans cette question de racisme systémique, c'est le résultat, en fait, de siècles d'oppression et de lavage de cerveau par rapport à l'infériorité du noir. C'est ce qui amène un peu à ce racisme systémique dont on est en train d'assister. Et les violences policières et tout ça, c'est un peu comme la partie vraiment très très visible de l'iceberg en fait, mais une grande partie quand même de cet iceberg. Mais il y a beaucoup, et c'est à travers ce genre de gestes-là, ce genre d'actes, et même des actes inconscients que les choses se manifestent. Souvent quand on en parle, on donne un peu l'impression de se plaindre, mais c'est pas du tout une question de se plaindre ou pas, c'est une question de parler clairement de ce qui se passe, et je trouve que c'est quand même aussi important de nuancer le propos parce que il y a beaucoup de positivité dans notre société. Beaucoup de choses sont quand même faites dans le sens de l'amélioration de certaines choses, de certaines lois, de certaines situations. Donc, ce n'est pas le moment de dire oui, on ne reconnaît pas les progrès qui ont été faits. Mais les progrès, il y a des progrès, mais on peut aller un peu plus loin, un peu vite, un peu plus loin. Oui, bien sûr. Je donne un exemple. Lorsqu'on a eu une pandémie de la COVID, est-ce que ça n'a jamais été suffisant de dire, bon, on a fait beaucoup, mais il reste quelques cas, mais bon. On s'en occupe pas. Ben voilà. Non. Non. Donc en fait, tant et aussi bien. C'est un très bon exemple en fait, parce que c'est pas suffisant de dire on a fait quelques progrès. Bon, ben voilà. Non, en fait, quand on essaie de vaincre un mal, on y va jusqu'à... Quand l'OMS essaie d'éradiquer un mal, ils y vont jusqu'à l'éradication. Et quand il ressurgit, on se dit, ah non, il faut réattaquer. Il faut réattaquer le mal. Et dans ma prise de position par rapport à ceci, ça a été très clair, toujours très clair pour moi. Ça n'a pas été une question d'opposer une race. En fait, j'utilise la race ici parce qu'on est obligé de le dire. Mettre en contexte. Quoi qu'on est d'accord qu'en fait, il n'y a qu'une race humaine. Ce n'est pas une couleur de peau contre l'autre. C'est nous tous, effectivement, contre l'injustice. C'est nous tous contre le racisme, en fait. Et pour moi, je reste très, très ferme par rapport à ça. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas une couleur de peau contre une autre, en fait. C'est vraiment tout le monde ensemble contre cette injustice-là, de la même manière que quand il s'agissait du coronavirus, on s'est dit oui, mais c'est nous tous qui sommes concernés. Et voilà les mesures que nous devons prendre. Et on prend ensemble toutes les mesures que nous devons prendre comme pays, pour faire évoluer les choses. Absolument. En tout cas, le R premier, merci encore pour ce témoignage, cette première partie de l'émission. Pour ceux qui sont en train de nous écouter, ça te permet, on prend une courte pause et on revient, on va parler de la notion du vivre ensemble à la deuxième partie de l'émission. Donc on vous revient tout de suite après. Ne quittez pas. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Alors, rebonjour tout le monde. Et donc, à la deuxième partie de l'émission Vivre Ensemble, conversation avec le R premier. On va parler de la notion du vivre ensemble, le R, si tu permets. Et puis, on se posait la question de savoir, donc, avec la première partie et tout le chamboulement mondial que nous sommes en train d'observer, toute la race humaine se lève pour dire qu'il faudrait collectivement nous arrêtons à un phénomène. Et là, on veut faire intervenir la notion de vivre ensemble. Est-ce aurais-tu comme un exemplaire de modèle de vivre ensemble dans ton univers artistique? Ben oui, je veux dire, les artistes, dans un premier temps,
on collabore beaucoup entre nous. C'est vrai. Vous savez, puis moi, pendant toute ma carrière, j'ai toujours collaboré avec différentes personnes venant de différents univers. Donc c'est déjà le vivre ensemble. C'est déjà du vivre ensemble, je veux dire, sans discrimination aucune, peu importe le genre musical que tu pratiques. On a collaboré. Donc, je trouve que c'est cette collaboration qu'il faudrait également, entre autres, essayer de mettre de l'avant. Beaucoup plus? Beaucoup plus, c'est sûr. Puis comprendre que, en fait, le système, c'est parce qu'il y a un système. Il y a un système qui opère. Ce n'est plus suffisant de le laisser rouler tout seul, en fait. Il faut qu'on commence vraiment à activement mettre en place ce monde idéal dont beaucoup d'entre nous rêvent, en fait. Absolument. Et puis ce monde-là, c'est un monde, en fait, où où tu n'es pas cloisonné dans une case basée sur ce que, et je le répète, le système est conçu pour que ce soit. Je veux dire, si aux États-Unis, par exemple, si tu es noir, tu n'es pas voué à exceller qu'en sport et en chant. Tu sais, on peut envisager un monde avec un autre regard, d'autres lunettes. Absolument. Et je pense que tout le monde a sa part à y faire. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui disent « Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas aller nécessairement chercher les gens et les obliger à occuper des positions qui n'ont pas envie d'occuper. » Certains disent, OK, aux États-Unis, la référence de Black Lives Matter, même ici, chez nous, la vie du noir compte. Et certaines voix disent, mais il n'y a pas juste que ces gens-là que leur vie compte. Mais ici, la volonté ici, c'est de vouloir dire, mais si ces gens-là sont partie de la collectivité humaine, leur vie, si elle compte, c'est que c'est la vie de la collectivité qui compte. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est important d'utiliser la logique dans ce type de... Je veux dire, le fait de dire que les vies noires comptent n'est pas une négation. Pour les vies des autres. Non, c'est très clair. Soyons très logiques et soyons raisonnables dans cette conversation-là, en fait. C'est ça, il ne faut pas prendre... Si on dit que les vies noires comptent, on peut être d'accord là-dessus. Maintenant, si quelqu'un a envie d'ouvrir une autre case pour dire que telle autre vie compte, les vies des Premières Nations, les vies des gays, des lesbiennes, de tous ces gens-là, des femmes, des enfants, même des animaux, des plantes. Exactement, on peut le faire. Ce n'est pas une négation du reste. Et je pense que c'est le fait de ne pas, avoir l'humilité, de le reconnaître. C'est un peu la source du problème également. Parce que ça fait quelque chose à ces gens-là qui veulent pas l'admettre et le dire. C'est comme si, en fait, le fait de le dire, ça diminuait quelque chose, mais ça ne diminue rien, ça rajoute. Est-ce que ça empêche est-ce que ça peut être perçu comme un obstacle à la notion de vivre ensemble? Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de le dire. On est tous différents. Et si on n'est pas capable de reconnaître les identités respectives de chaque personne, on ne va pas avoir ce vivre ensemble dont on est en train de parler là. Je pense que c'est très très important de reconnaître que, premièrement, ce qui fait de chaque personne, c'est leur meilleure contribution qu'ils peuvent apporter à la société. On n'a jamais construit une société en étant tout le monde uniforme et tout pareil. Ça ne s'est jamais arrivé, en fait. Donc, c'est en reconnaissant l'identité et l'unicité de chaque personne qu'on peut arriver à se vivre ensemble là. C'est clair. Mon père spirituel, Amadou Ampateba, disait que la beauté d'un tapis vient de la diversité de ses couleurs. Les mécanismes que nous pouvons mettre ensemble pour le mieux vivre ensemble, dans ton univers artistique, on peut envisager quoi? Moi, personnellement, déjà, plus de collaboration dans un premier temps entre les artistes eux-mêmes. Ça, c'est une chose. Les artistes, déjà, ont cette responsabilité-là. Plus de collaboration envers eux. S'il y a affinité, bien évidemment, on ne peut pas obliger les gens à collaborer les uns avec les autres. Mais moi, c'est une invitation, c'est quelque chose que j'aimerais voir. D'autre part, j'ai été assez chanceux dans ma carrière d'avoir eu l'occasion de bénéficier de visibilité, que ce soit dans les médias ou autres. Mais je trouve quand même qu'au niveau de la diffusion de nos artistes et de la représentativité dans les médias, je pense que c'est possible d'aller encore plus loin. Un peu plus loin. D'aller un peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs échantillons aussi. Oui, il y a une très vaste proposition. Et je dois quand même avouer qu'avec tout ce qui s'est passé avec le Black Lives Matter, on a vu tout de suite une réaction. Beaucoup ont commencé réellement à mettre de l'avant
des personnes de couleur noire, parce qu'ils ont réalisé qu'en fait, il y a ce mouvement qui est en place et qui, mais maintenant, on espère que ce ne sera pas juste un effet de mode. Que ce ne soit pas juste un effet de mode. Que ces changements-là, et cette manière de faire deviennent permanents et qu'on commence vraiment à assister à... Est-ce qu'au niveau des politiques qui sont en place, des acteurs qui doivent apporter ce changement-là, prendre le lead pour... Est-ce que vous avez l'impression qu'on devrait les encadrer est-ce qu'il y a des manquements, des retouches à faire ou des améliorations Oui, moi je pense que personnellement il faut aller directement dans l'action parce que les formations, les encadrements, je veux dire, on sait tous vraiment ce qu'il y a à faire. On en a vu assez. Non, je donne un exemple, je veux dire. Et c'est important de vraiment encore rappeler qu'il y a vraiment un système, tu vois, et que ce système-là, il fonctionne de manière tout simple. Je veux dire, si d'habitude, je donne des entrées au système, puis je regarde quelque chose à la sortie, en fait, je vais établir une règle ici. Puis c'est important de bousculer un peu ce mécanisme-là et de faire un effort d'avoir une forme de diversité, d'aller de l'avant et de faire... C'est un effort à faire. Ça ne va pas arriver tout seul, là. Et actuellement, ce n'est plus suffisant de se dire « oui, les choses vont se passer toutes seules ». Non, nous devons vraiment maintenant faire cet effort actif, d'aller chercher les différentes franges de la population, de s'assurer qu'on a une représentativité au niveau de toutes nos plateformes, en fait. Et progressivement, les choses vont se normaliser. Je pense que c'est une solution. Et puis moi, je ne sais pas si tu es d'accord. Moi, je dis toujours, j'ai toujours l'image de la table. Et puis, je me dis, autour de la table, se poser tout le temps la question de savoir qui est-ce qui manque autour de la table. Absolument. Quand on est en train de prendre son repas. Absolument. Absolument. C'est pas une question de dire, mais si l'autre a faim, il a qu'à venir s'asseoir. Tu vois? C'est un très bon exemple, Jean-Marie. C'est un très, très bon exemple. C'est-à-dire, il y a une table, on est en train de servir un repas, mais l'humanité... Donc, qui est-ce qui manque à la table? L'humanité, c'est de se poser la question qui manque. L'humanité, c'est pas de se dire, si la personne a faim, la personne n'a qu'à se pointer. Et puis, il y a une notion de... comme toi, comme moi, moi aussi, première génération de Canadiens, mes enfants qui sont nés ici sont deuxième, troisième, bon... Et comme les enfants des autres, on a trouvé quand même des gens ici. On vient quand même, je vais parler de l'héritage, le patrimoine qu'on apporte. Est-ce que, comment le transformer en un patrimoine, un héritage qu'on partage dans le cadre du vivre ensemble et dont on ouvre des portes et des fenêtres pour embrasser l'héritage et le patrimoine de l'autre, pour qu'il y ait une rencontre des vivre ensemble. En fait. Je pense que c'est vraiment une question de curiosité. On a beaucoup à faire encore en termes d'éducation et d'enseignement, de raconter les vraies histoires, en fait. L'histoire, de la raconter sans vraiment honte ou quoi que ce soit, parce que les erreurs du passé, le passé est passé, ça a été fait. Nous sommes confrontés maintenant à un présent et nous allons vers un futur. Mais on ne peut pas construire un futur dans lequel tout le monde trouve sa place et tout le monde est finalement content d'y être si on continue d'être en déni par rapport au passé. Et le fait de valoriser un groupe ne signifie pas que l'autre groupe est dévalorisé. Je pense que... Donc la notion de cohabitation, d'échange, oui, et surtout de connaître, d'être curieux de l'autre, d'être curieux de cette curiosité, de ne pas s'arrêter simplement aux apparences et de dire un tel groupe est comme ceci. Et ça va dans tous les sens. Hein. Je veux dire, il y a des préjugés de tous les côtés. De tous les côtés, Honnêtement, il y a des préjugés de tous les côtés. Mais ça va dans tous les sens. Tout le monde doit vraiment faire cet effort. Ce n'est plus suffisant. On ne peut plus s'arrêter maintenant à dire tel groupe d'individus sont comme ceci, tel groupe d'individus sont comme cela, et ça s'arrête là. Non, il faut vraiment faire ce pas-là. L'avenir sur ce qui se passe aujourd'hui, on peut le voir comment dans ton univers, qu'est-ce qui pourrait... la transformation de notre société, parce qu'elle est en train de se transformer, et peut-être qu'elle va aller encore un peu plus vite que pour certaines personnes, on devrait s'ajuster à ce changement-là. Cet avenir-là pourrait se dessiner comment? Pour moi, je veux dire, j'ai pas évidemment, je parle en toute humilité, là, j'ai pas de science infuse ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai plus foi vraiment aux générations futures. J'ai vraiment plus foi dans les générations futures parce que j'ai l'impression que notre génération est plus un peu pessimiste de ma part. Mais je veux dire, avec toute la volonté du monde,
j'ai l'impression que c'est les autres, j'ai l'impression que c'est nos futures générations dans lesquelles nous devons vraiment investir en termes d'éducation, en termes de valeurs. Quand moi j'étais au primaire, on avait un cours de morale à l'école. On avait un cours de civisme. Éducation civique, oui. Mais je ne sais pas si ça continue. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe encore de nos jours. Je sais pas. Mais si c'est quelque chose qu'on devrait ramener, parce que faire un individu, c'est pas juste des connaissances. C'est les valeurs. On doit transmettre également aux jeunes ces valeurs-là et le vivre ensemble. C'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme une plante où il faut l'arroser chaque fois pour qu'elle donne des meilleures feuilles. Ben oui, absolument. C'est pas la qualité de l'eau qui est importante. Absolument. C'est arroser la plante. C'est arroser la plante. Donc dans nos futures générations, je pense qu'à travers l'éducation, l'enseignement des valeurs, une histoire beaucoup plus vraie. Et vous avez confiance à ce futur, à cette génération-là, de la transition à la nouvelle génération? Ben, absolument. Et c'est important justement que les acteurs qui ont de la visibilité n'arrêtent pas le débat des vies qui comptent, que ce soit les vies noires ou autres. Ce n'est pas une question de hashtag, c'est pas une question de phase. Il faudrait qu'on ait cette force-là de transporter ce débat aussi longtemps qu'on le pourra, jusqu'à ce que les changements positifs commencent à avoir lieu. Sinon, ce sera vraiment du gâchis. On va toujours être en fait de verser de l'eau dans un panier. On fait beaucoup d'efforts, mais il n'y a rien qui se passe. Et je pense que c'est important d'avoir cette fermeté, de ne pas avoir cette culpabilité-là, de se dire oui, mais on va me dire encore. Mais je veux dire, tant qu'il y aura ces injustices-là, il faudrait qu'on ait la force de pouvoir continuer d'aborder ces questions. Et surtout de faire de manière juste. Et d'accompagner. D'accompagner, mais aussi de saluer. De saluer les efforts positifs qui sont faits dans nos communautés, parce qu'il y en a. Et on ne peut pas vraiment progresser si on ne reconnaît pas, si on ne récompense pas les bonnes actions qui se passent également. En tout cas, merci encore infiniment le R Premier pour cette conversation autour du vivre ensemble. Et je te souhaite tout le meilleur. Et puis on va continuer à te suivre, on va continuer à suivre ton parcours, ton inspiration que tu apportes à la communauté. Merci. Et au nom de toute l'équipe de l'émission Vivre Ensemble, on te souhaite merci. On dit merci d'être passé nous raconter une partie de toi. C'était une belle conversation. Et voilà donc. Alors tous ceux et celles qui nous écoutent, nous on vous retrouve à une autre émission de Vivre Ensemble. Au revoir. Merci. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, ici Jim Watson. Je souhaite prendre un moment pour vous rappeler que les petites entreprises locales sont l'épine dorsale de notre ville. Et avec le COVID-19, toujours présent dans notre communauté, ces commerces et services locaux comptent sur tout pour les aider à traverser ces moments difficiles. Nous devons tout faire notre part. Ça veut dire acheter des cartes cadeaux, commander des articles en ligne ou envoyer des messages d'encouragement. S'il vous plaît, pensez à vos voisins, achetez local. Merci. Mardi, l'animateur Carl Monette d'Unique FM nous présente son émission radiophonique Attache ta tuque avec de la broche. Par la suite, vous découvrirez les activités du Musée canadien de la Caire dans le cadre de la commémoration du 11 novembre. Finalement, la directrice artistique Carole Mire du CEAO présentera leur nouvelle saison et leur nouveau projet intitulé La Ruchier. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales d'Olivier Desjardins, YouTuber et aussi le créateur du Pot Show.
Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on accueille M. Michel Farran qui va nous amener bûcher avec lui. À la prochaine! Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.